Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui à l'appel à projet Structure 3.0. Donc pour vous présenter cet appel à projet, vous aurez aujourd'hui 3 intervenants, donc Sophie Moreau-Favier de l'ANS, Elsa Créage de l'ANS et Mathieu Faure de la DNS, donc Délégation ministérielle du numérique en santé. Je vous passe la main. Comme d'habitude, vous allez recevoir le replay directement par mail. On le mettra également en ligne sur le site de l'agence avec le support de présentation. Voilà, bon courage aux intervenants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis bon webinaire à tous. Eh bien, bonjour à tous. Merci Elodie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette séquence qu'on va tenir en 1 heure pour vous présenter le nouvel projet Structure 3.0 et toutes les conditions pour y répondre. De mon côté, je suis présente sur le Paris Santé Campus pour ceux qui connaissent et s'il y a éventuellement des startups qui nous écoutent et qui sont sur Paris Santé Campus. Je serais ravie de vous rencontrer à l'issue du webinaire dans l'accueil si vous avez des nouvelles questions à nous poser ou si tout simplement vous souhaitez qu'on se rencontre. Est-ce que Mathieu est avec nous ou pas? J'ai l'impression que Mathieu est parti. Elodie? Alors, je suis en train de me reconnecter, mais j'ai l'impression que ça saute. C'est bon, Mathieu, oui, à bon, toi. Désolé. Mathieu est là. Très bien. Donc, comme l'a dit Elodie, on sera 3 aujourd'hui. Donc, Mathieu Faure de la délégation du numérique en santé, Elsa Créache qui va essentiellement se concentrer sur vos questions que vous allez poser dans le chat. Donc, si vous pouvez utiliser vraiment l'onglet questions plutôt que chat, ça nous permettra de bien avoir l'ensemble des questions au même endroit. Et puis moi qui vais faire l'essentiel de la présentation. Donc, on abordera des informations générales de présentation de l'appel à projet Structure 3.0. On reviendra sur les conditions d'éligibilité, les critères de sélection et l'organisation de la procédure. On évoquera avec vous les règles de financement et puis on aura un petit mot sur les autres appels à projet en ce moment qui complètent l'appel à projet Structure 3.0. On va tout d'abord commencer par des informations générales et Mathieu va revenir brièvement sur le contexte de l'appel à projet Structure 3.0. Oui, bon, merci Sophie. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Cet appel à projet, donc Structure 3.0, vous le savez, en fait, il existe déjà depuis l'année dernière et nous avions cœur là, au niveau de l'État, de renouveler l'expérience au regard de la réussite que ça a été. Donc, on aura l'occasion d'en parler pendant 1 heure avec quelques modifications, avec peut-être quelques précisions, mais en tout cas, ce qui était important pour nous, c'est que le médico-social, au-delà de tout ce qui se passe au volet Ségur médico-social et donc la transformation numérique avec bien entendu centré autour du DUI, que ces vecteurs d'innovation et que faire que le médico-social soit aussi un vecteur propice à l'innovation puisse se pérenniser. Et c'est pour cela que ce fonds Ségur numérique médico-social de 600 millions d'euros a décidé de consacrer une part, et non négligeable quand même, de 3 millions d'euros par an pour l'innovation, et donc là qui s'est traduit par le renouvellement de cet appel à projet Structure 3.0. C'était important pour nous parce qu'on s'est aperçu que cet appel à projet Structure 3.0, au-delà du succès, et Elsa va pouvoir en reparler, on s'est aperçu qu'il a également irrigué en fait du coup d'autres actions, d'autres innovations que nous avons pu mettre en place par ailleurs, et je pense en premier lieu l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation dont nous reviendrons en toute fin de séance. Pourquoi cela? Parce que le médico-social, du fait qu'il accompagne des personnes les plus fragiles dans son quotidien, on s'aperçoit que les innovations qu'il porte vont servir in fine, bien entendu, aux plus fragiles, mais surtout à l'ensemble du coup des citoyens. Et cette démarche d'innovation ouverte, de co-conception qu'a promu Structure 3.0, où bien entendu le porteur de solutions, mais surtout à la fois le professionnel de santé et le citoyen, le bénéficiaire, peuvent participer dans cette démarche d'expérimentation à faire évoluer les solutions pour qu'elles répondent bien à leurs besoins. Mais on s'aperçoit que c'était vraiment un schéma gagnant-gagnant où tout le monde s'y retrouvait. Et donc c'est pour cela que nous avons souhaité à la fois renouveler l'expérience
et du coup l'étendre dans cette démarche d'innovation ouverte à d'autres secteurs sur d'autres appels à projets. Voilà. Donc, je n'en dirai du coup pas plus. Je remercie une fois de plus toute l'équipe de l'ANS pour organiser ce webinaire et je donne la main du coup à Elsa pour nous refaire un petit débrief sur la première édition de l'année dernière. Oui, bonjour à tous. En 2020, on a eu l'opportunité justement de lancer une première édition de l'appel à projet Structure 3.0. On était en pleine période Covid, donc on avait un petit doute quand même sur le fait que les acteurs du secteur social et médico-social allaient pouvoir se mobiliser pour répondre à cet appel à projet. Et en réalité, les candidatures ont été bien supérieures à nos attentes. On se projetait sur une cinquantaine ou 70 candidatures peut-être. On a eu plus de 140 candidats in fine à postuler à la première édition de l'appel à projet. Donc 140 binômes, structures médico-sociales et fournisseurs de solutions numériques qui ont répondu pour malheureusement seulement une dizaine de places, donc 10 lauréats qui ont été sélectionnés en hiver 2020. Donc ces 10 lauréats sont en train de finaliser leurs expérimentations. Donc ils ont déjà réalisé un bilan à mi-parcours de leurs expérimentations avec de premières évaluations, de premiers indicateurs produits sur l'impact des solutions numériques expérimentées. Donc vous pouvez déjà retrouver tous les bilans à mi-parcours sur notre site. Et les lauréats sont en train de préparer le bilan de fin d'expérimentation qui sera disponible pour l'ensemble des 10 lauréats un tout petit peu avant l'été. Donc, comme l'a dit Mathieu, on est vraiment très, très satisfait de cette première promotion des lauréats de l'appel à projet Structure 3.0. On n'a pas pu faire une nouvelle édition en 2021, mais on est ravis de pouvoir relancer cette édition en 2022 et dans les années qui viennent, grâce notamment à des fonds du programme Ségur numérique. Et donc, Sophie va vous présenter les conditions pour postuler au nouvel appel à projet Structure 3.0. Pour ceux d'entre vous, peut-être, qui avaient postulé en 2020, vous verrez que le cahier des charges comporte un certain nombre de similitudes. Vous allez vous y retrouver par rapport à ce que vous avez connu en 2020. Mais on a aussi quelques petits points de différence qu'on vous mettra en lumière dans la suite de la présentation. Merci Mathieu et merci Elsa pour dire aussi que l'État souhaite rendre ces appels à projets pérennes. Donc là, on est en 2022, on le lance là à partir du mois d'avril, mais successivement dans les prochaines années, d'autres appels à projets seront disponibles et du coup lancés. On va aborder maintenant donc les conditions d'éligibilité à l'appel à projet Structure 3.0. Alors, si vous regardez le cahier des charges, on a repris le cahier des charges globalement dans cette slide, mais ça nous permet de répondre à vos questions en même temps. Globalement, la thématique qui est retenue cette année, c'est l'amélioration des conditions d'exercice des professionnels des ESSMS, c'est-à-dire établissements sociaux et médico-sociaux, qui concernent, je vois une question tout à l'heure, est-ce que les services d'aide à domicile sont concernés? À partir du moment où vous faites partie du L312.1 du Code d'action sociale et des familles, vous pouvez évidemment répondre à ces questions. Répondre, j'ai un truc qui s'est affiché sur mon écran, voilà, minimiser. Vous pouvez répondre à cet appel à projet. Donc, la thématique, on le dit, amélioration des conditions d'exercice, c'est-à-dire c'est des solutions innovantes qui sont complémentaires aux fonctionnalités du logiciel métier que vous utiliseriez dans la vie de tous les jours, donc ce qu'on appelle le dossier usager informatisé. Et l'objectif est d'utiliser un outil qui facilite les pratiques des professionnels pour réduire la pénibilité, réduire par exemple les tâches administratives et pour finalement optimiser le temps de travail des professionnels soignants pour se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, tous les domaines d'activité du secteur social et médico-social sont concernés. Dans le cahier des charges, on en a cité une bonne partie, mais on peut y revenir. C'est à la fois, par exemple, tout ce qui est autour du maintien de l'autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, l'autonomie à domicile,
soutien des aidants, protection de l'enfance, par exemple, protection des majeurs, accueil des demandeurs d'asile, personnes en difficulté spécifique, addiction. Ce ne sont que des exemples, mais vous les retrouverez globalement en L312.1 du Code d'action sociale et des familles. Les objectifs qui sont fixés aux candidats, là aussi, ils sont repris dans le cahier des charges. Ils sont au nombre de 4. Donc, globalement, c'est co-construire et ou adapter une solution numérique expérimentée, la tester en conditions réelles, évaluer cette solution numérique innovante avec des professionnels qui gèrent des questions d'évaluation et partager en toute transparence les travaux, les résultats et les difficultés rencontrées. On insiste sur cette question de transparence. Elsa en a parlé tout à l'heure. Dans le précédent appel à projet, il y a des parcours, des bilans à mi-parcours qui sont effectués, des bilans en fin de parcours. Et donc, l'ensemble des résultats sont partagés parce que c'est un des objectifs de ces appels à projets, c'est de mettre à disposition les résultats pour finalement ne pas reproduire d'erreurs si certaines étaient mises en exergue ou au contraire capitaliser sur les succès. Concernant le profil et les engagements des candidats. Donc, globalement, je l'ai dit, le projet doit être porté par un groupement. Ce groupement, il associe dans un premier temps une structure expérimentatrice. Donc, c'est un établissement ou un service social ou médico-social visé au L312.1 du Code d'action sociale et des familles. Et cette structure expérimentatrice, elle est appelée porteuse de la candidature. Il y aura un seul porteur de la candidature. Donc, au sein du groupement, il y a la structure qui est le pivot et qui s'associe en quelque sorte à un fournisseur de solutions numériques innovantes. Donc, c'est la structure qui porte l'innovation numérique. Et sur ce sujet-là, il peut s'agir de toutes sortes d'entreprises, que ce soit une start-up, une grande entreprise, une TPE, une association, un laboratoire. Il n'y a pas de limite à cela. Donc, ces personnes, ce groupe, la structure et le fournisseur sont dénommés, sont désignés sous le terme de groupement. Ce groupement devra s'associer ou en tous les cas avoir recours à une entité spécialisée dans l'évaluation des projets. Donc, on en a parlé tout à l'heure. C'est comment s'assurer que j'ai une évaluation de qualité du projet pour vérifier, par exemple, la capacité de la solution à répondre à un besoin, à une problématique ciblée et à identifier les freins et les leviers au déploiement. Donc, le groupement devra avoir recours à cette société d'évaluation et, si nécessaire, l'éditeur de DUI, c'est ce qui est nouveau cette année. Donc, c'est l'éditeur de la solution métier utilisée par les professionnels, pourra être associé à ce projet si la solution expérimentée doit s'interfacer avec le DUI de la structure expérimentatrice. On a mis un petit warning en bas de la slide pour préciser que les structures doivent, en candidatant, doivent s'assurer la légalité de la relation avec le fournisseur de la solution et évidemment l'ensemble des autres acteurs, et notamment doivent être en capacité de déclarer qu'ils respectent le droit de la commande publique.
Pour cela, on a dans ces slides dans cette slide, identifié quelques indices qui permettent d'apprécier la conformité aux règles de la commande publique. On ne va pas y revenir en détail parce que j'imagine que vous savez si vous êtes vous êtes pouvoir adjudicateur ou si vous devez répondre du Code des marchés publics. Mais en tous les cas, quelques indices sont intégrés dans cette slide pour vous permettre de répondre à cette question de l'égalité de votre candidature. Concernant le niveau de maturité de la solution qui devrait ou qui doit être expérimentée, on l'a indiqué comme étant compris entre 2 et 5, c'est-à-dire un niveau de maturité relativement faible au démarrage de l'expérimentation, avec une possibilité de déroger à ce niveau de maturité si il y avait des éléments de justification et notamment si dans un premier temps vous aviez manqué, vous n'aviez pas eu le terrain d'expérimentation nécessaire pour expérimenter votre solution et que cet appel à projet vous permet de répondre à ce manque. Et l'autre point, c'est l'interfaçage avec le DUI, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est intégrer dans cet appel à projet le fait que la solution qui devra être expérimentée dans le cadre de cet appel à projet il pourrait être nécessaire qu'elle soit interfacée au logiciel métier et dans ces cas-là, c'est intégré dans l'appel à projet. Concernant la durée de l'expérimentation, la durée doit être comprise entre 3 et 12 mois, sauf exception évidemment argumentée le moment venu. Et ce délai court à compter de la signature de la convention avec l'ANS. On y reviendra ultérieurement. Concernant les modalités de candidature, il faudra déposer un dossier complet en utilisant notamment le cadre de réponse qui est publié sur notre site internet et l'ensemble du dossier devra être déposé sur la plateforme Démarche simplifiée dans les délais impartis, donc c'est-à-dire jusqu'au 24 juin 14 heures, sachant que la plateforme Démarche simplifiée n'est pas encore ouverte. En tous les cas, le formulaire de dépôt de candidature n'est pas encore ouvert, mais ça ne saurait tarder. Vous l'aurez très prochainement et on l'intégrera sur notre site internet. On intégrera l'adresse exacte. Et un petit warning, là encore, peut-être en amont des questions qui sont posées. Évidemment, un candidat ne peut pas déjà avoir été financé dans le précédent appel à projet structure 3.0. En tous les cas, pour ce qui est du même périmètre ou de la même solution. Et pareil, des cumuls d'aides, et notamment sur des fonds européens, ne sont pas autorisés. Encore une fois, pour une même solution et un même périmètre. Est-ce que Elsa, sur ce premier temps, il y a des questions qui nécessitent d'être mises à l'oral? Bon, on a eu quelques questions sur on a eu quelques questions sur le type de structures qui peuvent candidater. Donc, on rappelle bien ce que tu as dit, Sophie, que pour pouvoir candidater, il faut nécessairement être un établissement ou service social ou médico-social visé dans le L312-1 du Code de l'action sociale et des familles. Donc, c'est vraiment, je dirais, un des principaux critères d'éligibilité du dossier. Donc, voilà, c'est une des questions qu'on a retrouvées souvent. On a retrouvé souvent aussi une question sur la différence entre tiers-lieu d'expérimentation en santé et structure 3.0. Mais comme on y revient en fin de webinaire, je vous propose qu'on revienne sur les réponses apportées aussi par Mathieu dans le chat. C'est les principales questions pour lesquelles Très bien. Alors, je vois une question, merci. Je vois une question
question de Marie Minot sur le non-cumul avec des financements européens signifie-t-il que les ESMS engagés dans le programme ESMS numérique sont exclus de cet appel à projet? Donc ça, c'est important. Merci de votre question. La réponse est non. Vous n'êtes pas exclus. En tous les cas, les ESMS engagés dans le programme ESMS ne sont pas exclus, tout simplement parce qu'on n'est pas sur le même périmètre. C'est-à-dire le programme ESMS numérique finance l'équipement et la montée de version sur un logiciel métier utilisé au quotidien par les professionnels de votre structure, là où nous, l'appel à projet Structure 3.0, finance une solution innovante qui vient à côté du DUI, qui ne remplace pas l'outil métier, mais qui vient apporter un soutien ou une innovation numérique sur la thématique réénoncée tout à l'heure, à savoir faciliter les conditions d'exercice ou les améliorer. S'il n'y a pas de questions, d'autres questions, en tous les cas, sur lesquelles Elsa ne répond pas à l'écrit, je vous propose qu'on continue en vous présentant à la fois les critères de sélection et comment va s'organiser la procédure. Alors, concernant les critères de sélection des dossiers. On a regardé tout à l'heure, on a regardé les conditions d'éligibilité. On regarde maintenant les critères de sélection. Donc, il y en a 5. Le premier concerne l'impact de la solution numérique expérimentée. C'est-à-dire que le candidat doit documenter précisément le bénéfice attendu de la solution numérique en précisant, par exemple, là où les impacts concrets attendus sur les conditions d'exercice des professionnels. Au-delà des impacts qualitatifs, on va dire, il est attendu une estimation chiffrée de ces impacts avec des exemples d'indicateurs. On en a mis quelques-uns dans le cahier des charges. Ça peut être, par exemple, le temps gagné par les professionnels, donc un T0 avec le temps, par exemple, estimé pour faire telle tâche, et puis avec la solution, l'impact et la réduction du temps estimé. Ça permet de cranter déjà des premiers indicateurs d'évaluation ou en tous les cas qui serviront à l'évaluation. Ça, c'est le premier objectif ou en tous les cas le premier point de sélection. Concernant le second, il concerne la robustesse de la démarche. Donc, en fait, le candidat doit attester de sa capacité à porter le projet et à mener à bien l'expérimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de décrire les moyens mobilisés, qu'ils soient du temps humain ou du temps technique ou de la ressource technique. Présenter la méthodologie projet qui sera mise en œuvre, notamment avec l'ensemble des actions prévues, mais aussi le macro-planning, et justifier de votre capacité à mener le projet dans les délais impartis. Donc ça, c'est tous les éléments qui permettront de montrer que votre démarche et votre projet est solide. Le troisième point concerne le caractère innovant de la solution expérimentée. On en a parlé, c'est en fait décrire la solution expérimentée. J'aurais peut-être dû commencer par cela et évidemment donner tous les éléments pour justifier du caractère innovant de la solution. Donc innovant, ça peut être innovant dans l'organisation, ça peut être une innovation technique. Enfin, il y a plusieurs formes d'innovation, mais il faudra le justifier. Le quatrième point concerne la viabilité du modèle économique de la solution. Donc, c'est décrire le modèle économique envisagé ou du moins le potentiel de marché, les sources de revenus envisagées. On est conscient que quand on demande un niveau de maturité qui est faible, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, le modèle économique n'est évidemment pas pour certains déjà
cadré, tracé et bien périmétré, mais il n'en demeure pas moins que c'est important dans un dossier de candidature de donner des éléments autour de cette viabilité du modèle économique ou en tous les cas les potentialités que vous avez identifiées. Et le 5e point concerne le respect de la doctrine technique du numérique en santé. Donc ça, c'est peut-être un point sur lequel on va être un peu plus précis qu'en 2020, puisque ces éléments n'existaient pas. Donc, on vous engage à regarder, pour ceux qui ne connaissent pas la doctrine technique du numérique en santé, en tous les cas, l'ensemble des référentiels et des services socles qui sont précisés et de montrer comment votre solution, votre projet s'articule avec ces référentiels et ces services SOC, c'est-à-dire comment, si besoin, vous avez besoin de l'identité du patient, eh bien, comment vous comptez vous emparer de l'INS, par exemple. Est-ce que votre solution a du lien avec mon espace santé? Est-ce que ça s'articule avec le DMP? Quid de l'interopérabilité? Voilà, c'est toutes ces questions autour de la doctrine technique du numérique en santé qu'on vous demande de préciser et de justifier. Au-delà de ces critères, on a aussi, on veillera à ce qu'il y ait une pluricité, en tous les cas une pluralité des champs d'intervention. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'autonomie, le handicap, la protection de l'enfance. L'objectif est que tous les domaines d'activité soient représentés et qu'on n'en favorise pas un plus que l'autre. Est-ce que Elsa, il y a des questions? J'ai pas le temps de regarder. Alors, il y a quelques questions parfois très précises que vous nous posez sur vos projets, et c'est vrai qu'avec quelques lignes dans le chat, c'est pas forcément évident de vous répondre. Donc, je vous ai remis l'adresse générique à laquelle vous pourrez nous joindre à l'issue de ce webinaire pour qu'on puisse échanger plus en détail. Donc, c'est une adresse ans-structure3-0@isanté.gouv.fr. Sinon, j'ai pas de questions qui est revenue très souvent. Je continue à y répondre en direct dans le chat. Ok, très bien. Alors, je continue. Concernant donc la procédure de l'appel à projet, comment ça va se passer? Donc, on l'a dit, il y a un dépôt de candidature qui devra être fait en continu, mais jusqu'au 24 juin, donc sur démarche simplifiée. Je rappelle que le lien n'est pas encore disponible, mais ça ne saurait tarder. On est en train de le finaliser. Et vous pourrez effectivement déposer votre dossier jusqu'au 24. N'attendez pas la dernière minute. N'hésitez pas à nous transmettre les éléments avant le 24 parce que il y a souvent de l'embouteillage le jour même et c'est jamais les conditions idéales. Sachant que après l'heure, nous n'accepterons plus de dossiers et nous ne les accepterons pas par mail. Sur le contenu du dossier, donc ça aussi c'est précisé dans le cadre de réponse, donc pas d'inquiétude. Et sur le formulaire démarche simplifiée, les choses sont claires. Donc il y a une synthèse en ligne qui décrit, en gros, il faut décrire son projet rapidement et en sortir les points essentiels. Intégrer des éléments du cadre de réponse, donc qui est disponible sur notre site internet et qui comprend des annexes libres, mais à intégrer dans le cadre de réponse. Et puis
des éléments administratifs et financiers qui sont listés là aussi dans le cadre de réponse, qui sont, on ne vous le cache pas, un peu lourds, parce que ça, c'est toutes les règles juridiques à la fois du droit européen et du droit français qui nous demandent beaucoup de documents administratifs. Donc, ne vous y prenez pas non plus à la dernière minute sur ce dernier aspect, parce que ça pourrait empêcher un dépôt de candidature. Donc ça, c'est le premier point. Vous déposez votre candidature d'ici le 24 juin. Ensuite, il y aura une phase d'instruction, donc là qui nous concerne côté ANS, donc entre le mois de juillet et le mois de septembre. Donc en gros, on a 2 mois pour nous recevoir l'ensemble des candidatures, les instruire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde nous en interne et avec des personnes qualifiées l'ensemble des dossiers et on les présélectionne. L'objectif est d'en présélectionner, on n'a pas de nombre de chiffres arrêtés, mais une quarantaine, entre 30 et 40, 45, pour des auditions de candidats. On vous donne déjà les dates qui auront lieu les 8 et 9 septembre. Et donc ça, ce sera pour les candidats présélectionnés qu'on aura pris soin d'informer fin août. Ces auditions seront assez simples. C'est une audition où vous présentez globalement devant un jury via Teams votre projet dans un format qu'on vous précisera plus tard. Et puis, il y a ensuite des questions qui pourront vous être posées par le jury. Et il y a quelques 10 minutes, je crois, de délibération pour que le jury échange autour de la candidature. Donc ça, c'est la phase d'instruction. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné les lauréats, là encore, on n'a pas de nombre arrêté, mais il y a 2 ans, il y en avait 10. On est à peu près dans ce cadre-là. Eh bien, les lauréats seront validés par la directrice générale de l'ANS et les annonces des lauréats devraient être faites fin septembre, après vérification des aspects administratifs et financiers. En mois d'octobre, le conventionnement s'effectue. Donc, c'est le conventionnement qui sera donc bilatéral entre la structure expérimentatrice qui porte la candidature, donc on l'a vu tout à l'heure, le groupement, et l'ANS. Donc ça c'est la phase administrative. Et puis, dès novembre, le projet commence et il dure, comme je l'ai dit, maximum 12 mois. Donc, il doit commencer avant la fin 2022 et il doit se terminer avant la fin de 2023. Les modalités de suivi, là aussi, elles seront précisées dans la convention, mais globalement, c'est des points réguliers avec l'ANS. Aujourd'hui, il y a des points avec chaque lauréat tous les mois pour faire un point d'avancement, pour partager les freins, pour essayer de trouver des solutions, pour rester dans une dynamique très positive. Puis, un rapport à mi-parcours, comme l'ont fait les lauréats de 2020, avec un bilan du projet, un bilan financier, et puis un rapport final qui sera demandé donc à la fin du projet s'il dure 12 mois, donc avant décembre 2023, avec là l'intégralité de l'évaluation sur laquelle on a insisté tout à l'heure, et le bilan financier qui doit être visé par une autorité financière. Concernant le jury ou en tous les cas le comité d'engagement, donc il y a un comité d'engagement dont vous voyez la composition dans cette slide. Donc l'Agence du numérique en santé qui pilote le projet sur la partie opérationnelle, et puis la délégation ministérielle du numérique en santé qui pilote les aspects stratégiques du projet. On a la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, mais aussi l'assurance maladie
quelques agences régionales de santé, quelques groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé et l'Agence nationale d'appui à la performance. Et puis, en plus, on a un jury complémentaire avec des personnes qualifiées qui toutes devront respecter et signer une déclaration d'absence de lien d'intérêt avec les candidats et les lauréats retenus. Avant qu'on passe aux règles de financement, Elsa, même question. Est-ce que certaines questions méritent d'être partagées oralement? Je regarde s'il y en a quelques-unes. On a plusieurs questions sur les projets qui ont été retenus en 2020. Donc, on vous remet le lien de la page sur laquelle vous pouvez retrouver plus d'informations sur ces lauréats. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'en 2020, on avait une thématique, on n'avait pas de réelle thématique, c'est-à-dire que tout projet innovant dans le secteur social ou médico-social était éligible. Cette année, on a mis une thématique autour de l'amélioration des pratiques professionnelles. Donc, vous pouvez évidemment vous inspirer des lauréats qui ont été retenus en 2020. Et ils étaient sur des thématiques qui étaient plus finalement sur la prise en charge de l'usager, l'amélioration des conditions de vie des usagers. Donc, on peut qu'en partie s'en inspirer. On nous demande s'il y aura un webinaire sur l'appel à projet tiers-lieu. Alors, ça a déjà été le cas. Il a eu lieu, je suis en train de retrouver l'URL justement pour la coller là, du coup, dans la réponse. D'accord. Ok, donc passons aux règles de financement de cet appel à projet. Alors, concernant, je me mets aussi sur les modalités de financement. Donc, la subvention qui sera allouée ne peut pas couvrir, donc elle va jusqu'à 40% des coûts admissibles du projet. Donc ça, c'est un point important. Donc, on ne peut financer à hauteur de 40% des coûts admissibles supportés par le membre concerné au titre du projet. On vous a intégré à la fois dans l'appel à projet, mais aussi dans les slides, les coûts admissibles. Donc, ça peut être les salaires de personnel directement affectés au projet, des prestations externes liées à la réalisation du projet, des coûts d'amortissement d'outils, de matériel directement utilisés par le projet et autres coûts supportés directement. Ça peut être des achats, des frais de mission, etc. De toute façon, l'ensemble des coûts doit être intégré dans les documents qui vous sont demandés sur la partie financière et tous les coûts doivent être justifiés et présentés. Donc, c'est à ce moment-là où on voit si c'est admissible ou pas. On vous redit le non-cumul de financement. Donc ça, c'est important. On ne peut pas cumuler des financements avec des financements européens, toujours une fois sur le même périmètre d'un projet. Et autre point important, les coûts assimilables à la mise en conformité du DUI ne seraient pas financés. Pour le coup, il y a aujourd'hui des aides qui sont apportées dans le cadre du Ségur numérique aux éditeurs de logiciels, donc aux éditeurs de logiciels qui proposent un dossier usager informatisé. Et donc, pour le coup, on ne peut pas financer deux fois la même chose. Donc, s'il y a des coûts d'interfaçage entre un DUI et cette solution innovante, ils ne peuvent pas être financés dans le cadre de cet appel à projet. Et je le redis, on ne peut pas non plus cumuler des financements si vous aviez déjà postulé, étiez retenu lauréat en 2020 dans Structure 3.0, encore une fois sur le même périmètre et sur le même projet qui avait été financé par l'ANS. Concernant le montant maximal de la subvention, on ne peut accorder plus que 300 000 €.
Donc, la subvention maximum est de 300 000 €, encore une fois, avec un taux à hauteur de 40% des coûts. Et il faudra donc remplir dans le cadre de l'appel, du cadre de réponse et de ce que vous devez remplir dans démarche simplifiée, il faudra remplir l'annexe financière et compléter pour chacun des membres du groupement les coûts associés. Comment se passe le versement de la subvention? Donc, la subvention, elle est intégralement versée à la structure expérimentatrice, donc au porteur du groupement, avec une avance qui est de 50% du montant, donc dès que la convention est signée, donc aux alentours du mois d'octobre-novembre 2022, et le solde est versé à la clôture du projet, donc avant décembre 2023, sur la base des coûts réels du projet. Ça, c'est important de le signaler, c'est-à-dire qu'au départ, on calcule la subvention sur les coûts prévisionnels que vous nous annoncez, et ensuite, on revoit ces coûts, on revoit la réalité des coûts, et la subvention est liée est basé sur les coûts réels et non plus les coûts prévisionnels. Donc, il y a un risque de réduction de la subvention si les coûts réels sont inférieurs à ceux qui avaient été donnés dans le prévisionnel. Exemple, donc là, on vous a mis un exemple pour que vous compreniez bien le principe. Donc, si vous avez un projet qui est estimé à 190 000 €, vous devez donc détailler les différents coûts et donc ce qui revient, enfin les coûts de la structure expérimentatrice et les coûts liés aux fournisseurs de la solution. Donc, en l'occurrence, dans l'exemple, c'est 100 000 pour la structure et 90 000 du côté du fournisseur de la solution. Ce qui veut dire 40% des coûts, la subvention sera à hauteur de 76 000 € et ce sera réparti comme suit, donc 40 000 pour la structure expérimentatrice et 36 000 pour le fournisseur de la solution. Si ensuite, à la fin de l'expérimentation, le projet n'a pas coûté 190 000 mais 150 000 €, alors la subvention est réduite, puisque la structure expérimentatrice n'aura par exemple eu un coût que de 80 000 €, donc la subvention sera réduite à 32 000 au lieu de 40 000 initialement. Et pareil pour le fournisseur de la solution numérique, la subvention sera réduite à hauteur de 14 400 € alors qu'on avait estimé à 36 000 € au départ. Un établissement peut candidater seul. Je vois la question qui s'affiche sous mes yeux. En tous les cas, un établissement, un ESMS peut candidater sans d'autres ESMS, si c'est ça la question. Par contre, il doit nécessairement s'associer à un fournisseur de solutions numériques. Donc, c'est un binôme, donc un groupement, mais avec un porteur, une seule tête qui dépasse, si je puis dire, puisque la convention, elle est signée uniquement entre l'ANS et la structure expérimentatrice qui porte le groupement. Sur cette partie-là, Elsa, est-ce que… alors, pas forcément sur cette partie-là, mais par contre, j'ai plusieurs participants qui nous demandent des exemples de projets qui pourraient être candidats à l'appel à projet. Donc, j'ai répondu à plusieurs reprises. En fait, on ne souhaitait pas forcément donner d'exemples
précis. On a fait une thématique volontairement large pour Structure 3.0, donc toute solution qui contribue à améliorer les conditions d'exercice des professionnels peut, sous réserve que tous les autres critères soient respectés, bien sûr, être candidat. Donc c'est à chaque structure, chaque ESMS d'arriver avec les problématiques ou les difficultés qui lui viennent à cœur, avec les solutions qui lui tiennent à cœur. Et donc difficile pour nous d'aller donner des exemples et d'orienter les candidatures vers tel ou tel type de projet. Plusieurs fois, on nous demande aussi si on peut, au niveau de l'ANS, mettre en relation des structures avec des fournisseurs de solutions innovantes ou vice-versa, si on peut mettre en relation des structures avec des sociétés spécialisées dans l'évaluation. Cette année, on a pris le parti de ne pas faire l'intermédiaire entre les potentiels candidats dans le cadre de cet appel à projet. Donc, nous, on n'a pas cette possibilité cette année. Par contre, sur la question financière, pour l'instant, je suis en retard de quelques questions, mais j'en ai pas vu particulièrement. Alors, j'en ai vu une là. Dans le cas où le coût est supérieur au prévisionnel, la subvention peut-elle être revue à la hausse? Non, là, la réponse est non. En effet, voilà, la subvention, c'est le On maximum. l'a mis là. Voilà, on l'a mis dans cette slide, je vous la replace. S'ils sont supérieurs, le montant de la subvention n'est pas revu à la hausse. On se base sur le prévisionnel. Donc, dans la dernière partie, on voulait vous présenter les autres appels à projets en cours. Alors, évidemment, il n'y a pas d'exhaustivité, c'est deux focus. Le premier, qui est un appel à projet porté par la CNSA, qui s'appelle Action innovante. C'est pour ça qu'on vous le présentait, parce que il pourrait y avoir des personnes qui se posent la question du lien entre ces appels à projets. Donc, il n'est pas sur le même niveau. Là où nous, on finance plutôt des innovations d'ordre numérique, la CNSA, elle, finance des dispositifs innovants, donc du type modèle d'action, démarche, plutôt organisation innovante, favorable à la qualité des accompagnements et à l'effectivité des droits. Donc là, on est de l'ordre de l'organisationnel et moins du numérique. Et sur cet aspect-là, on vous a intégré le lien pour en savoir plus, même si l'appel à projet est court, puisqu'il est, est court. Il se termine bientôt, puisqu'il est clôturé le 2 mai prochain. Et l'autre appel à projet concerne le tiers-lieu. Mathieu, je te laisse du coup en redire quelques mots. Bien sûr, tout à fait. Je me permets quand même d'y revenir pendant 2-3 minutes parce que pas mal de questions ont posé là-dessus. Donc, tiers-lieu d'expérimentation, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'accélération santé numérique et donc qui vise à financer 30 tiers-lieux au sein des établissements et pas que médico-sociaux, donc également sanitaires et médecine de ville, pour derrière financer une centaine d'expérimentations. Et donc, d'ores et déjà, deux grandes différences par rapport à Structure 3.0. Dans tiers-lieu d'expérimentation, et notamment la réponse à l'appel à projet doit être constituée comme cela, nous visons à créer des structures d'innovation ouverte au sein des établissements de santé. Vraiment. Et ce qui va compter, c'est de montrer que l'établissement de santé a, lui, une démarche d'innovation ouverte qu'il se veut pérenne. Et donc, notamment, il va vouloir avoir un modèle économique basé sur potentiellement une offre de service pour de l'expérimentation. Ce qu'on ne retrouve pas dans Structure 3.0, où on vient financer uniquement une expérimentation, du coup, en fait, en tant que telle. Donc, ceci étant dit, un établissement peut tout à fait répondre à tiers-lieu d'expérimentation parce qu'il a une volonté d'instruire une structure d'innovation ouverte au sein de son établissement, mais également à Structure 3.0. La deuxième grande différence, elle est sur la maturité des solutions expérimentées. Dans Structure 3.0, nous sommes dans des démarches de co-conception où vraiment le professionnel et le bénéficiaire ont une valeur, du coup, une plus-value très forte quand c'est une TRL assez basse, de 2 à 5. Donc, on n'est pas sur l'idéation, en fait, mais on arrive sur des phases de co-création assez en amont. Sur tiers-lieu d'expérimentation, l'objectif, c'est des TRL plus élevés de 4 à 7. Donc, on est quand même juste avant la mise sur le marché. Et là, c'est beaucoup plus de viser à expérimenter pour avoir une évaluation du bénéfice médico-économique d'une solution afin de s'assurer que lors de sa mise sur le marché, elle répond réellement aux besoins. Et donc là aussi,
on voit qu'on ne répond pas forcément du coup aux mêmes besoins. Voilà. Donc, j'espère du coup avoir clarifié les deux différences. Bien entendu, un établissement peut postuler du coup aux deux et une expérimentation, une porteur de solutions peut demander à être expérimenté dans les deux. Mais une fois de plus, ce ne sont pas les mêmes attendus. Voilà. Et donc, tiers-lieu d'expérimentation qui a été ouvert le 24 février. La clôture, en fait, a lieu le 25 mai 2022. Et donc, il y a un replay. Donc, vous avez le lien là dans le PPT. Puis, dans les questions, vous avez du coup le replay du webinaire. Donc, on vous invite vraiment à le regarder. En fait, on a répondu à pas mal de questions à une heure de celle-ci. Puis, sinon, on est bien entendu également à votre disposition. Peut-être la précision complémentaire qu'on peut apporter, c'est que Structure 3.0 concerne donc uniquement, si je puis dire, les structures sociales et médico-sociales, ce qui en fait déjà beaucoup, alors que Tiers-lieu est aussi ouvert aux structures sanitaires, donc établissements de santé. Et là aussi, c'est une différence à souligner. Tout à fait. Donc, on vous a résumé là les quelques points à retenir. Donc, je viens de le redire, c'est un appel à projet qui concerne le secteur social et médico-social. Donc, le mieux, c'est de regarder le L312.1 et de regarder à quel INEA vous appartenez, puisque de toute façon, ça vous sera demandé pour vérifier votre éligibilité. La thématique qui a été retenue, c'est l'amélioration des conditions d'exercice des professionnels pour optimiser leur temps et finalement permettre, avec cette optimisation, de dégager du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc là aussi, il faut prouver que cette solution répond à cet objectif. Le porteur de la candidature, c'est donc une structure visée au L312.1. Et au-delà de la structure expérimentatrice, il y a donc un fournisseur de solutions numériques qui doit faire partie du groupement. Donc, à ce titre, l'établissement médico-social ne peut pas répondre seul. Et il faut avoir recours à la fois à une entité évaluatrice dont c'est le métier, et puis, si nécessaire, à l'éditeur de DUI, s'il y a un interfaçage nécessaire entre la solution que vous souhaitez expérimenter et les logiciels métiers utilisés au quotidien par ces professionnels. Le projet est financé à hauteur de 40% maximum des coûts admissibles et dans la limite de 300 000 € par projet. La date limite de candidature est donc fixée au 24 juin à 14 h et le dépôt se fera uniquement via démarche simplifiée dont le lien vous sera communiqué. On va le mettre prochainement sur le site internet, là où vous retrouvez l'appel à projet, le cahier des charges. Et puis, comme l'a rappelé tout à l'heure Elsa, on vous a remis l'adresse mail pour nous contacter. On va répondre au maximum aux questions qui nous seront posées. Essayez de regarder avant de nous poser des questions, de regarder bien les textes, à la fois le cahier des charges, pour pas trop nous demander des choses spécifiques, mais s'il y a des points de détail, évidemment, on y répondra. Par contre, sur les questions d'éligibilité, on vous engage vraiment à faire ce travail et à regarder le cahier des charges avant de nous solliciter. Pouvez-vous nous donner dans l'onglet questions le lien vers le replay de tiers-lieu? On peut le faire, Sophie. Pas de souci. Mais hop, alors voilà. Donc voilà la dernière slide qu'on avait. Donc pour rappel, ceux qui sont, si certains qui nous écoutent sont présents sur Paris Santé Campus, c'est mon cas. Donc à l'issue du webinaire, j'irai dans l'accueil, à l'accueil, pour répondre aux éventuelles questions des startups qui seraient présentes. Et sinon, effectivement, vous pouvez nous contacter par mail. On essaiera d'être le plus réactif possible. Est-ce qu'il y a encore, dans les quelques minutes qui nous restent, des questions
qu'il faut évoquer à l'oral ou sur lesquels on n'aurait pas répondu, Elsa? Je suis en train de rebalayer en fait les questions pour m'assurer d'avoir répondu à tout. Et le chat aussi, je crois. Oui. N'hésitez pas, je crois qu'il nous reste encore 2-3 minutes. S'il y a une question qui n'est pas encore, voilà, qu'on a laissé passer, je ne crois pas que ce soit le cas. Mais n'hésitez pas à nous la remettre en visibilité pour profiter de ces 2-3 dernières minutes. On a une question peut-être à laquelle je vais répondre à l'oral, ça sera peut-être plus rapide. Est-il possible de candidater pour un projet déjà en cours? C'est vrai que nous, on n'a pas ça rend pas le dossier inéligible. Par contre, il faudra que vous nous expliquiez bien dans votre dossier de candidature qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire et pourquoi vous avez besoin du financement, pour quelle partie de votre projet finalement vous faites appel à l'appel à projet et pour lequel vous avez besoin de financement. Donc je pense qu'il faudra bien distinguer le réalisé du reste à venir. Je vois une autre question sur le fait que pour certains, effectivement, qui n'ont pas de projet en cours ou suffisamment avancé, vous allez peut-être sélectionner un fournisseur sur la base d'un marché public, donc vous n'aurez pas le nom du fournisseur au moment de la candidature. Est-ce que c'est possible de constituer le dossier sans le connaître? Oui, cela me paraît un petit peu compliqué parce qu'à partir, vous devez dans la candidature notamment définir le budget prévisionnel, les coûts pour le fournisseur de la solution numérique. Or, si vous ne l'avez pas encore choisi, ça me paraît délicat de pouvoir transmettre ces informations. Donc, j'aurais tendance à répondre que oui, la candidature n'est pas possible dans ce cadre-là. Par contre, comme l'a rappelé Sophie un peu plus tôt dans le webinaire, il y a plusieurs options possibles. À vous à vous y réfléchir. Au-delà des marchés publics, il y a d'autres situations dans lesquelles vous pouvez sélectionner un fournisseur de solutions numériques sans procédure de publicité ou de mise en concurrence. Donc, l'achat de services innovants en est un exemple. Donc, à vous de vous assurer de la légalité, bien sûr, de ce que vous faites, mais le recours au marché public n'est pas l'unique option possible. Faites-vous une distinction entre cahier de vie du secteur médico-social et DUI? Ah oui, Mathieu vient de répondre. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Concernant, juste préciser si les personnes ne savent pas ce que c'est que le DUI, on a précisé le contenu du dossier usager informatisé, notamment dans toutes les questions autour du référencement Ségur, c'est-à-dire que doit contenir un logiciel qui s'appelle un logiciel de DUI auquel doivent répondre les éditeurs de ces logiciels. Donc, c'est énormément de fonctionnalités. Et donc, en ça, le cahier de vie et le DUI ne sont pas les mêmes, puisque le cahier de vie est une partie, est une des fonctionnalités du DUI, mais ça n'est pas en soi un DUI. Donc ça, je vous engage à regarder le sujet sur le site et notamment sur les questions de Ségur du numérique. Vous trouverez les réponses et les différences entre DUI et vos solutions. On vous remercie infiniment de nous avoir suivis. On reste disponible par mail pour prendre toutes les questions. Et on sera aussi disponible, je le dis, à Santexpo le 18 mai prochain. Donc, c'est porte de Versailles, où on tiendra un atelier structure 3.0 pour éventuellement repartager ces éléments-là ou répondre à vos questions qui seraient restées sans réponse avant que vous puissiez, avant la fin du délai pour candidater. On vous remercie, à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.